La différence entre un plan de communication de crise et une stratégie de communication de crise, c'est un peu la différence entre les procédures et l'agilité. C'est-à-dire d'un côté, on a l'organisation, de l'autre côté, on a la communication, on a la gestion d'un côté et on a la posture de l'autre. Donc en fait, on a vraiment deux documents, deux éléments qui sont totalement différents, mais qui ne peuvent bien fonctionner que lorsqu'on travaille ensemble. C'est-à-dire une stratégie de communication de crise qui serait déconnectée d'un plan de communication de crise n'aurait aucun intérêt. C'est-à-dire on a deux approches différentes, mais d'un même sujet, et qui ne prennent sens que justement dans la corrélation entre les deux. La différence entre un plan de communication de crise et une stratégie de communication de crise, c'est la même différence entre, d'un côté, une posture de procédure, et de l'autre d'agilité. C'est-à-dire que d'un côté, avec le plan de communication, on est plutôt dans la tactique et les procédures, et de l'autre, on est plutôt dans la posture, les éléments de langage, ce qu'on veut dire, comment on se positionne par rapport à un sujet. C'est-à-dire, pour être clair, d'un côté, on aurait plutôt les sciences de gestion pour ce qui est du plan de communication, et puis les sciences de la communication pour réfléchir justement au message et à ce qu'on a envie de dire. Pour moi, la différence, elle est là. Mais attention au principe central, qui est que ça ne fonctionne bien que si on travaille ensemble. C'est un des principes de base en communication, et particulièrement en communication de crise. C'est-à-dire qu'un plan de communication de crise qui serait déconnecté d'une réflexion sur les stratégies n'aurait aucun intérêt. Il y a plusieurs stratégies de communication de crise. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet il y a une petite trentaine d'années, quand j'ai fait la première typologie, j'avais une vingtaine de postures différentes, de choix, de messages en communication de crise. Je pense que si on reprenait, on pourrait en ajouter encore quelques-uns. Et j'ai rencontré beaucoup de directeurs qui me disaient « Ouais, celle-là, elle me semble intéressante, on pourrait plutôt communiquer de cette manière-là ». C'est une grosse erreur. En fait, on ne choisit pas par hasard une stratégie de communication de crise. Elle repose sur un certain nombre de questions préalables. Quelle est la cartographie des acteurs, les risques pour l'entreprise, les enjeux de pouvoir, la médiatisation. Enfin, il y a vraiment énormément de paramètres qui sont à considérer. Et c'est seulement en fonction des paramètres qu'on peut déterminer une stratégie de communication de crise. Mais dans tous les cas, le principe de base, c'est qu'on ne choisit pas une stratégie parce qu'on pense qu'elle peut être plus intéressante qu'une autre. Le principe de base, pour une stratégie de communication de crise, moi je fais plutôt confiance au responsable de la communication. Parce que c'est lui qui a la manette, c'est lui qui connaît les enjeux, qui connaît bien les parties prenantes, mais il ne pourra faire valider son message qu'en plein accord avec le dirigeant. Parce qu'au final, c'est lui qui risque d'être le porte-parole de son entreprise, de porter le message, et donc un message qui ne serait pas relayé effectivement par le plus haut niveau, par le top management de l'entreprise, n'aurait aucun impact. Donc ça veut dire que le principe, là encore, c'est de faire en sorte que le responsable de communication et le dirigeant puissent travailler ensemble et se mettre d'accord sur une stratégie. Le juridique, pour le dire clairement et peut-être brutalement, c'est le premier obstacle à une vraie stratégie de communication de crise. Parce qu'on sait que ce qui fonctionne le mieux en stratégie de communication de crise, c'est plutôt les stratégies où on reconnaît nos responsabilités, où on assume. Et le principal obstacle, c'est le directeur juridique qui nous dit « Mais attention, si vous reconnaissez publiquement votre responsabilité, après, quand on va se retrouver devant le tribunal, comment je pourrais dire que nous ne sommes pas responsables alors que vous venez de plaider votre propre responsabilité ?» Donc c'est tout le travail un peu pédagogique d'expliquer qu'une responsabilité communicationnelle n'a rien à voir avec une responsabilité juridique, que là, on est sur une posture de communication qui n'aura rien à voir avec ce qu'on pourra dire ensuite devant le tribunal. Si on regarde les certitudes en communication de crise. On n'en a pas beaucoup, mais il y a des points sur lesquels tous les experts, tous les académiques, les universitaires qui ont fait des recherches sur les sujets de communication de crise sont d'accord. C'est bien celui-là. C'est-à-dire qu'il y a des stratégies qui fonctionnent mieux que d'autres. Il y a quelques années, aux États-Unis, ils ont recensé toutes les crises et toutes les stratégies de communication qui ont été mises en place à l'occasion des crises, pour conclure qu'il y a une stratégie qui fonctionne nettement mieux que les autres, quel que soit le type de crise, c'est les stratégies de la reconnaissance. C'est là où on assume, on reconnaît nos responsabilités. Ça ne veut surtout pas dire qu'on plaide coupable, c'est-à-dire qu'on est là, on ne cherche pas à minimiser les affaires. À l'inverse, c'est justement ces stratégies où on essaye de minimiser qui posent le plus de problèmes par la suite. Mais, comme on vient de le dire, c'est parfois un peu difficile, parce que ça, on est dans une approche un peu théorique, on regarde ce qui fonctionne bien. Après, il faut regarder le principe de réalité. C'est-à-dire que quand on se retrouve à l'intérieur d'une cellule de crise, pour le responsable de communication, c'est parfois pas évident de dire au directeur qui peut se retrouver à l'intérieur de la cellule de crise qu'il faut assumer, qu'il faut plaider, etc. Notre réflexe de communicant quand on se retrouve en cellule de crise,
c'est plutôt d'essayer de minimiser la responsabilité du dirigeant, de protéger le plus haut management. Il faut reconnaître aussi qu'en style de crise, on joue aussi notre carrière. Et donc, on a plutôt tendance à aller plutôt sur du court terme et essayer de privilégier le top management plutôt que d'essayer de sauvegarder la pérennité de l'entreprise. Le silence est déconseillé dans tous les manuels parce que les consultants ont plutôt intérêt à essayer de faire en sorte que ça fonctionne bien et qu'ils puissent essayer de trouver une rétribution dans les messages qu'on met en œuvre, etc. Mais la stratégie du silence peut bien fonctionner dans des périodes d'actualité très chargées où on peut penser que le lendemain, l'actualité médiatique sera sur un autre sujet. Oui, la stratégie du silence, sous certaines conditions très précises, elle peut être reconnue, comme d'autres stratégies. Mais il faut reconnaître aussi qu'elle est parfois un peu difficile, notamment en raison des crises numériques sur les réseaux sociaux, où là, on a un déferlement médiatique à un moment donné, et c'est assez difficile de se réfugier dans le simple silence.